Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire Indigo. Désolé pour les quelques minutes de retard. On a eu un petit point technique juste avant, mais merci à toutes et tous d'être parmi nous. Donc, on va passer une petite heure ensemble et on a la chance de recevoir Carole Brosina. Merci, Carole, d'être avec nous sur cette pause déjeuner pour nous partager un petit peu ton parcours. Et on te demandera de te présenter dans quelques instants. Mais déjà, un grand merci d'être avec nous sur ce webinaire Indigo. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous partager très, très brièvement la raison pour laquelle on est réunis aujourd'hui. Ça laissera le temps aux quelques personnes en retard de nous rejoindre. Je vois que vous êtes une cinquantaine pour le moment. D'abord, un petit mot sur Indigo qui a le plaisir d'organiser ce webinaire aujourd'hui. Indigo est l'une des 3 écoles de Maria Schools. C'est l'école qui est dédiée à la RSE. Notre philosophie, c'est de se dire qu'on souhaite aimer faire apprendre tout au long de sa vie aux personnes en reconversion. C'est ce qu'on fait chez Indigo. On a déjà eu le plaisir d'accompagner des milliers d'apprenants dans leur transition, reconversion professionnelle. Et chez Indigo, on s'intéresse tout particulièrement à celles et ceux qui veulent se lancer dans la RSE. Et Carole pourra également nous partager un petit peu son parcours. Et pour information, au sein de Maria Schools, on a également 2 autres écoles. Lyon, qui est notre école de l'innovation et de l'IA, et Maestro, l'école du product management. Un petit mot à nouveau sur Indigo. Donc, c'est une école qui forme des professionnels en reconversion à travers notamment 2 bootcamps. Un premier bootcamp sur la RSE, dont je parlerai dans un instant, et un second bootcamp que l'on a lancé et inauguré récemment sur la CSRD, qui est sous le feu des projecteurs en ce moment. Et donc, on ferme également des professionnels pour se former à cette mise en conformité qui va toucher et qui touche déjà des milliers d'entreprises partout en France et en Europe. Notre approche pédagogique, c'est de faire venir des praticiens, des personnes qui ont vécu les sujets sur le terrain et qui peuvent partager un petit peu leurs apprentissages tout au long du chemin. Et c'est une pédagogie très orientée sur la pratique, puisque plus de 2 tiers des sessions qu'on propose sont dans la pratique, et des centaines d'alumni qui nous ont fait confiance et qui font vivre cette communauté. Pour celles et ceux que ça intéresserait, pour information, donc on a ce beau programme pour se former à la RSE qui est très complet et qui permet de suivre un peu toutes les étapes, mais je ne vais pas spoiler ce que nous partagerait également Carole, mais toutes les étapes clés dans la construction d'une feuille de route RSE. C'est un programme assez complet, assez ambitieux, qui a vocation à permettre à des professionnels d'ensuite prétendre à des postes de responsables RSE. On a la chance d'avoir dans notre belle équipe d'intervenants des profils très variés, experts des sujets tels que l'éco-conception, le bilan carbone ou encore les sujets d'inclusivité. Et donc, comme je vous le disais, pour celles et ceux que ça intéresse, on a une prochaine promotion pour laquelle les candidatures sont ouvertes et qui démarrera le 10 mars prochain. Alors, avant de me tourner vers toi, Carole, et de te poser une première question pour aussi avoir un petit aperçu de qui on a dans l'audience, je vais vous inviter à répondre à ce court sondage que je lance tout de suite. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Ça nous permettra de mieux comprendre un petit peu les attentes des participants. Et ensuite, on passera à la partie interview. En attendant, bien entendu, je vois que vous êtes déjà très réactifs sur le chat. N'hésitez pas à y poser. Bonjour à toutes et à tous, celles et ceux qui nous ont rejoints. Et n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Évidemment, je les poserai à mon tour à Carole. L'objectif, c'est que ce soit interactif et qu'on réponde à vos questions. Il reste 20 petites secondes. J'allais dire, c'est rigolo, j'ai reconnu quelques noms familiers. Donc, le développement durable, ou ceux qui sont engagés dans ces sujets-là, c'est une petite et de plus en plus grande famille. C'est ça, petit monde. On reconnaît des têtes. Très bien, on arrive au bout du sondage. Parfait. Merci à toutes et tous d'y avoir répondu. Et donc, allons-y, on rentre dans le vif du sujet. À nouveau, merci Carole de te joindre à nous pour ce webinaire. La première question, évidemment classique, mais si importante, c'est que tu nous partages un petit peu qui es-tu? Raconte-nous un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à à la RSE.
Avec grand plaisir. En tout cas, merci pour cette opportunité. Donc, en quelques mots, parce que je sais que l'heure va tourner rapidement, c'est important juste de signaler un peu comment j'ai commencé mes études et comment je suis arrivée dans le développement durable. Pour la petite histoire, moi, j'ai commencé à me former humaine et sociale. Donc, j'ai à la Sorbonne sur donc la sociologie, psychologie, anthropologie, ethnologie. J'ai ensuite fait une école de commerce parce que je voulais quelque chose de très pragmatique et orienté business. Et enfin, je me suis dit, bon, le business, c'est sympa, mais clairement, de façon responsable, c'est beaucoup mieux et plus aligné avec mes valeurs. Donc, j'ai refait un dernier master en développement durable. Et je dis ça parce que c'est important, parce que dans les métiers aujourd'hui autour du développement durable, c'est important d'avoir ce prisme aussi des sciences humaines et sociales où on va comprendre comment fonctionne un individu, comment fonctionne un collectif, mais on y reviendra sans doute. Et donc, j'ai commencé donc par étudier, bien sûr, et j'ai eu l'occasion de faire mon alternance chez Danone, Produits Frais France. Donc, ça a été une première école pour moi. Ensuite, je suis devenue responsable environnement chez Danone Produits Frais France. J'ai fait un petit pas de côté où j'ai intégré une société de conseil en stratégie de développement durable, très pionnière à l'époque sur ce credo et qui est encore là et une des leaders dans son domaine. Et ensuite, j'ai eu l'occasion d'être donc directrice développement durable dans plusieurs grandes entreprises, que ce soit chez Ikea France, chez Gio ou chez Sanofi. Et depuis maintenant presque 3 ans, je suis toujours directrice développement durable, mais au sein d'un fonds d'investissement, c'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises dans leur période de croissance. On va investir en tant qu'actionnaire majoritaire ou minoritaire. Et dans cet espace de temps où l'entreprise, en tout cas, on travaille de façon très rapprochée avec eux, on va transformer le modèle d'affaires ou en tout cas impulser leur développement durable. Donc, voilà pour le parcours en quelques mots. Merci beaucoup, Carole. Très, très complet. On a hâte d'en savoir un petit peu plus. Toujours pour un peu mieux comprendre qui es-tu, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ton rôle actuellement et notamment lorsque tu étais à la direction, enfin, lorsque tu avais les rênes justement de la stratégie RSE d'une grande entreprise? Oui, alors les rênes, en fait, c'est rigolo parce que c'est un vocabulaire qui laisse entendre qu'on a un petit peu, entre guillemets, le contrôle. Et en fait, c'est tout le challenge et la beauté du rôle, c'est qu'on n'a pas tant de contrôle que ça. Et je dis souvent qu'on est, en tout cas, les équipes de développement durable ou les personnes qui sont responsables ou directeurs, directrices développement durable sont un petit peu ceux qui vont accompagner et lancer le changement. Donc, je dirais que plutôt que prendre les rênes d'une direction développement durable, finalement, le quotidien, c'est plutôt de se dire, eh bien, je suis la fonction ou je suis la personne qui doit incarner le changement dans l'entreprise, le progrès. Et donc, c'est pas juste avoir une vision, c'est aussi, bien sûr, de le mettre en musique et donc de pouvoir le traduire en plan d'action concret en accompagnant différentes fonctions qui sont dans leur courbe, j'ai envie de dire, de leur courbe de maturité sur ces différents sujets. Donc, prendre les rênes, c'est plutôt avoir une position quelque part qui est un peu, un de mes anciens managers appelait ça être le gardien du fort. C'est-à-dire qu'on va être le gardien de l'entreprise, de sa pérennité dans l'avenir, s'assurer qu'on va à la fois concilier les risques et les opportunités, et surtout qu'on est capable de travailler avec tout le monde. C'est ce qui fait la beauté et le challenge de ces rôles-là, c'est que vraiment vous travaillez à 360 avec la direction financière, les RH, le marketing, la communication, les risques, le développement produit. Et donc c'est ça. Et quelque part, on a un peu un regard sur toute l'entreprise qui est très propre à cette fonction. C'est-à-dire qu'on est souvent, excepté le dirigeant ou la dirigeante, la seule fonction ou la seule personne qui a une vision transversale sur tout ce qui se passe. Parce que tous les métiers sont concentrés sur leur métier, et c'est bien normal. Mais nous, on a une vision effectivement globale, et ce qui nous permet aussi de créer des ponts, des synergies entre les différentes fonctions, de se raccrocher certains projets, et donc, encore une fois, de pouvoir accompagner et accélérer les transformations et les changements qui sont nécessaires. Oui, tu fais bien d'insister sur l'approche, enfin l'essence très collective et collaborative du métier. Effectivement, c'est sans doute mais tu nous en diras plus, l'une des compétences les plus importantes dans ce rôle. C'est cet aspect conduite de changement et coordonner un peu toutes les parties prenantes internes et externes de l'entreprise. Donc, c'est une très bonne piqûre de rappel. On rentre un petit peu dans le vif du sujet. L'objectif de ce webinaire, c'était un peu de mieux comprendre les coulisses du métier, à la fois quand on est côté entreprise, en poste, salarié, et côté plutôt de l'autre côté de la barrière en tant que consultant. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le quotidien de l'un et de l'autre? Quels sont vraiment les principaux défis que tu as dû relever d'abord en tant que directrice RSE au sein de différentes entreprises que tu as citées dans ta présentation et ensuite en tant que consultante de l'autre côté de la barrière?
Oui, bah, je dirais enfin, le dénominateur commun, en tout cas entre ces deux rôles, qu'on soit en interne ou en externe, ça va être la connaissance quelque part des sujets. Le fait de pas, tu le disais tout à l'heure en introduction, c'est ne pas cesser de se former, d'être curieux, de lire, d'apprendre, parce que qu'on soit consultant, on va devoir donc conseiller et accompagner nos clients, ou qu'on soit de l'intérieur celui ou celle qui va impulser le changement, on a besoin d'avoir une connaissance minimum des sujets. On n'est pas forcément les experts, mais en tout cas, on va avoir un bon socle de connaissances généralistes pour pouvoir impulser le changement. Donc ça, c'est un peu déjà le dénominateur commun. Après, ce qui va distinguer finalement l'un ou l'autre, le consultant, c'est vrai qu'il est dans une position de regard extérieur, donc ce qui est aussi très intéressant parce que les consultants, par définition, voient beaucoup de choses, ont beaucoup de clients divers et variés avec des secteurs différents, donc ils vous font souvent gagner du temps parce qu'ils arrivent avec un benchmark, une analyse comparative, des pratiques qui ont fonctionné, pas fonctionné. Là où des fois, quand on est en interne, on peut être souvent tenté, ou parce que très occupé, d'être trop focalisé sur l'interne. Donc, ce sera aussi potentiellement un des conseils de toujours s'ouvrir vers l'extérieur. Mais ce qui va différencier donc essentiellement le consultant du responsable ou de la responsable RSE, c'est que l'un va travailler avec une multitude de clients et à un prisme très global, et l'autre va vraiment être effectivement en interne, à ne servir qu'un seul et même client interne. Souvent, quand on est en interne, on est quelque part aussi le consultant de sa propre entreprise. On va conseiller, on va recommander, mais on va aussi faire et donc opérationnaliser le développement durable au quotidien. Oui, complètement. Et alors si on se focalise un petit peu sur ton rôle en tant que directrice RSE, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu concrètement en quoi ressemblait ton quotidien? Alors c'est évidemment, il y a des phases différentes selon la maturité de l'entreprise, mais nous partager dans ce cas les différentes phases que tu as été amené à vivre et les challenges que tu as dû relever. Oui, alors les différentes phases, en tout cas, donc, dès qu'on prend un poste, en tout cas, moi, ça a été mon cas, c'est surtout, premièrement, apprendre, écouter, être curieux et passer donc beaucoup de temps avec les gens. Et même après, dans le temps, souvent, je challengeais mes équipes en disant, mais c'est pas normal, ton agenda, il n'est pas assez rempli. C'est-à-dire que tu dois avoir des meetings avec des gens pour travailler sur des sujets, mais on doit toujours, en fait, avoir des échanges avec les uns et les autres, des cafés informels, se tenir au courant sur comment ils avancent sur leurs projets. Donc, il y a une première phase qui est toujours indispensable, mais qui, pour moi, doit perdurer dans le temps, qui est s'approprier les sujets et donc apprendre, aller au contact de toutes les fonctions et pas seulement des managers, vraiment de tous ceux qui font quelque part au quotidien pour comprendre leurs process, leurs outils, ce qu'ils ont à faire, leur feuille de route, leurs priorités, leur calendrier. Parce que ce n'est qu'en sachant tout ça que vous allez être force de proposition et que vous allez être pertinent dans les recommandations que vous allez faire, dans les projets que vous allez quelque part infiltrer à la suite. Donc, il y a toujours une première phase qui est quelque part le diagnostic, un petit peu une revue, on appelle ça un rapport d'étonnement, c'est un peu le wording des consultants, faire un premier rapport d'étonnement sur d'où on vient, d'où vient l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à présent, que fait la concurrence, que fait le marché, quelles sont les entreprises les plus inspirantes d'ailleurs d'un secteur complètement différent aussi. Donc faire un premier rapport d'étonnement interne-externe, mettre dans ce rapport d'étonnement aussi les enjeux réglementaires, quelles sont les contraintes et les pressions que doit faire face l'entreprise, que ce soit réglementaire, que ce soit ça peut être la pression effectivement des clients, ça peut être la pression de la compétition, du marché, de la raréfaction des ressources, bref, identifier aussi les enjeux, les risques et les opportunités. Et après, de commencer à voir d'où part l'entreprise et à pousser un certain nombre de curseurs pour s'infiltrer dans les sujets. C'est souvent difficile d'arriver du jour au lendemain et de dire j'ai fait mon diagnostic et maintenant notre ambition c'est d'être là en 2045. Ça marche rarement. Enfin, il faut pouvoir l'écrire quelque part, mais donc c'est plutôt de se dire bon, c'est la première année, voilà où on en est, voilà ce que j'ai compris. Est-ce que déjà l'entreprise a quelque part le même rapport d'étonnement? Est-ce qu'on a un niveau de connaissance et d'alignement qui est le même pour tout le monde? Parce que des fois, vous allez interroger vos parties prenantes en interne, certains vous vont dire non, mais moi je nous trouve très mature, on est très leader sur le domaine. Oui, mais alors par contre, si je te montre le benchmark, si je te montre ce que fait la concurrence, tu vas peut-être tout de suite un petit peu changer d'avis. Donc, ce qui va être important, avant même de passer le coup d'accélérateur et de dire, mais où est-ce qu'on doit être demain? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont nos priorités? Qui va travailler dessus? Est-ce qu'on a un alignement commun sur d'où on vient et qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Et après, il y aura un second alignement qui va être, mais OK, maintenant qu'on sait ce qu'on est, d'où on vient, où est-ce qu'on veut être? Quelle est notre ambition pour l'avenir? Et comment est-ce qu'effectivement, après, on va découper ces ambitions qui sont long terme, mais surtout après qui sont très court-termistes. Aujourd'hui, c'est quasiment inconcevable d'avoir des feuilles de route à horizon 10 ans. Bien sûr que, par exemple, sur les enjeux du changement climatique, on veut avoir des enjeux de contribution à la neutralité carbone, donc on va chercher des ambitions qui sont en 2040, 2035.
Mais ce qui compte au quotidien, c'est comment je vais animer le sujet tous les jours. Et donc, on a besoin d'avoir des feuilles de route très concrètes à 1, 2, 3 ans maximum pour savoir exactement quelles sont les priorités, les enjeux sur lesquels on va mettre l'énergie, les budgets, les ressources de l'entreprise ou après de ses partenaires externes si c'est nécessaire. Donc, il y a toujours toutes ces phases. Je dirais une phase qui continue et qui est en non-stop, c'est de passer du temps avec les uns et les autres, tout le temps, pour être au fait de ce qui se passe dans l'entreprise et pour pouvoir, je le disais, infiltrer un certain nombre de projets, parce qu'on voilà, on le sait, le changement, c'est difficile. Donc, il faut vivre aussi au rythme de l'organisation. Est-ce que tu peux nous partager peut-être dans les différentes entreprises où tu as eu l'opportunité de justement occuper ce rôle, donc que ce soit chez JC Deco, Ikea ou d'autres entreprises encore, nous partager peut-être un projet, une initiative, je dirais un chantier que tu as dû mener compte tenu des spécificités des différentes industries dans des entreprises que j'ai citées ou de la maturité de ces entreprises? Alors, ça peut être des projets, effectivement, il y en a plein. Ça peut être des refontes, effectivement, de stratégies. Mais après, souvent, par exemple, à Ikea, pour moi, il y a eu un élément très, très marquant. C'était autour de la COP 21. Donc, Ikea faisait déjà beaucoup de choses en tant qu'entreprise responsable, mais on croyait de façon on était vraiment convaincus par le futur des énergies renouvelables et aussi par le fait de devoir équiper tous les citoyens autour de produits et de solutions qui contribuent à des modes de vie plus durables, économiser de l'eau, économiser de l'énergie, mieux trier ses déchets, qui étaient bonnes pour la planète, bons pour le portefeuille, donc un peu win-win pour tout le monde. Et on ne s'est pas juste dit, on va le faire en magasin, même si on a fait beaucoup de beaux projets en magasin à ce sujet-là. On s'est dit, il faut le faire savoir et il faut en parler. Et lorsque ça a été la COP 21, donc ça remonte maintenant à déjà quelques années, parce que c'était en 2015 de mémoire. On a créé sur les Champs-Élysées, donc c'était quand même assez dingue, mais c'est pour montrer en fait l'impulsion et la volonté, la conviction qu'avait l'entreprise. Et donc quand vous arrivez à faire un projet de cette taille-là, c'est que vous avez toute l'entreprise derrière vous qui y croit. Et donc sur les Champs-Élysées, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient ou y sont passés, mais on a mis une éolienne. On n'avait jamais vu une éolienne sur les Champs-Élysées. C'était pour montrer qu'il était important de croire aux énergies renouvelables, mais de façon plus pragmatique, cette éolienne, elle alimentait par exemple des vélos, des roues dans lesquelles les badauds, les gens qui se baladaient sur les Champs-Élysées, des balançoires, pouvaient venir s'amuser de façon ludique pour montrer qu'on était chacun acteur du changement, que l'énergie, elle venait quelque part de tout le monde. Et donc là, on a éclairé les Champs-Élysées pendant cette période de temps grâce aux énergies renouvelables. Malheureusement, les attentats sont passés par là, donc on avait prévu des belles alvéoles pour sensibiliser au mode de vie durable, ce qu'on n'a pas pu faire. Mais on s'est vraiment adapté et ça a été un vrai marqueur. Parce qu'une fois, comme je disais, c'était un projet très révélateur où vous aviez le business qui était impliqué, les collaborateurs, les affaires publiques, le juridique et la communication. Enfin, ça a été un peu l'apothéose et ça reste en tout cas pour moi un projet mémorable. Ok, dans une autre entreprise peut-être pour citer un second exemple? Qu'est-ce que je pourrais citer? Après, JC Deco, c'est pareil. JC Deco, c'est le quotidien, c'est les mobiliers urbains. Donc, JC Deco est autour de nous, mais des fois, on s'en rend pas compte. C'est les abribus qui sont financés effectivement grâce à la communication extérieure. Et donc, ça, c'est pareil. C'est un business model qu'il a fallu aussi expliciter. Des abribus où on a continué à faire de l'éco-conception pour réduire les consommations d'énergie, faire en sorte d'aller travailler sur le contenu de la publicité parce que vous pouvez avoir l'arrêt de bus le plus éco-conçu qui consomme le moins possible. Pour autant, il va falloir avoir une publicité qui a un impact et qui va changer la vie des gens. Donc, l'intérêt, par exemple, avec JC Deco, c'était de travailler sur toutes les marques qui nous faisaient confiance au quotidien pour changer progressivement le contenu de la publicité et mettre la publicité et la communication extérieure au service, justement, de modes de vie plus durables. Et ça allait sur encore une fois, de l'éco-conception de mobilier où, malheureusement, on le connaît tous au quotidien, les villes sont de plus en plus saturées par la chaleur, donc des mobiliers qui étaient rafraîchissants, qui faisaient des îlots de chaleur, ou des mobiliers qui servaient justement à pouvoir appuyer sur un bouton quand vous vous sentez un petit peu en danger dans la rue, quand il fait noir le soir, des mobiliers qui avaient pour la première fois des prises USB, où on s'est rendu compte que les personnes qui étaient malheureusement sans domicile fixe, c'était étonnamment le seul espace où ils pouvaient mettre leur téléphone, le brancher, au-delà de pouvoir servir à tous les monsieur, madame, tout le monde qui prend le bus pour recharger son téléphone. Donc là, ça a touché davantage au développement produit, aux produits qui vont être inclusifs et qui vont servir le quotidien des citoyens et des modes de vie plus durables toujours.
Très clair. Une petite question de clarification de la part de Romane sur ce projet IKEA et pour les autres qui ont posé des questions dans le chat, vous en faites pas, je les inclurai, mais elles concernent la deuxième partie de l'interview. Donc Romane demandait si cette éolienne, à quoi elle a servi ensuite, comment elle a été conservée, réutilisée. Alors, on avait travaillé effectivement avec des partenaires qui sont des producteurs d'éoliennes. Donc, l'éolienne, elle est repartie avoir une seconde vie dans une autre, sur un champ. d'autres événements. Tout à fait. On n'a pas construit. Et puis, voilà, vous vous en doutez, on ne pouvait pas créer un événement pour la COP 21 sur les enjeux de développement durable sans anticiper et prendre en considération tous ces éléments-là. Donc, tout ce qu'on avait pensé, pareil pour la partie les balançoires, les petites roues, entre guillemets, de hamster, les gens pouvaient s'amuser dans ces bornes-là, ont été réutilisés, ont trouvé une seconde vie. Et c'est d'ailleurs souvent le cas sur tous les événements que peut faire IKEA de manière générale, pas que pour la COP 21. Donc, c'était bien inclus dès le départ dans le brief événementiel. Fort heureusement. Très bien. Donc, tu as partagé des chantiers, des projets un peu emblématiques tout au long de ta carrière. Est-ce qu'il y a un autre exemple, quelque chose, un moment, que ce soit dans ta vie de directrice RSE ou consultante, un moment marquant où tu as vu l'impact concret de ton travail? Est-ce que il y a un moment comme ça qui te vient spontanément à l'esprit? Moi, les instants, en tout cas, qui me marquent toujours le plus, alors bien sûr qu'on peut toujours célébrer tous les projets qu'on fait, on vient d'en parler pour certains, et la liste, il y a plein de petites victoires au quotidien. Ce qui me marque toujours le plus, c'est en fait quand j'entends dans des réunions ou quand je vais lire des contenus, des emails, des présentations, où en fait tous les sujets et les enjeux sur lesquels on a essayé de travailler, de convaincre les gens en interne, que les fonctions se les ont appropriés. Par exemple, on avait des dashboards sur lesquels, au départ, la fonction achat n'était pas très à l'aise sur le développement durable, et c'est normal, et c'est le cas de la plupart des fonctions au départ, parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Donc, l'équipe développement durable, le responsable RSE, doit aider et doit mettre un peu les mains dans le cambouis au départ. Et donc, souvent, au début, dans le pilotage qu'on avait dans les rôles et responsabilités, on avait marqué, parce que je ne voulais pas non plus que ce soit que direction développement durable qui était responsable de ce sujet-là. Donc, j'insistais pour que ce soit marqué co-leadership, développement durable et fonction achat. Et quand, par exemple, au bout de quelques mois, je voyais que les achats, quand il fallait mettre à jour le tableau, disaient oh, bah, finalement, maintenant c'est nous, on enlève le développement durable. Là, ça veut dire qu'on a marqué, on a passé un cap. Ça veut dire que la fonction s'est appropriée le sujet. Et c'est pareil à l'époque où j'étais chez JC je vous parlais tout à l'heure de la communication responsable, des contenus publicitaires. On parlait beaucoup comment justement bouger de ce qu'on appelle l'advertising, publicité en anglais, à good advertising. Et donc, pareil, c'est des notions que j'avais évoquées, qu'on avait commencé à travailler, le brand urbanisme, comment les marques se mettaient au service de la société. Et donc ça, au départ, c'est en tout cas moi qui les pousse, qui les porte, qui essaye d'infuser dans l'entreprise. Et quand après, j'entends le dirigeant ou des directeurs fonctionnels ou des gens, des équipes marketing prendre ces sujets-là, se les approprier et se dire qu'on va y travailler, là, pour moi, c'est là qu'est vraiment l'impact et la fierté, parce qu'en fait, les projets ou les sujets m'échappent, et c'est la bonne nouvelle parce que c'est ce qu'on veut, et sont réappropriés par d'autres qui vont les rendre effectivement pérennes et les faire vivre au quotidien dans l'entreprise. Et là, pour moi, on a tout gagné. Quand c'est les autres qui parlent de développement durable à votre place, c'est que c'est bon. Ça a pris et que le changement est en bonne voie. C'est très, très important ce que tu dis sur fondamentalement le rôle du directeur, directrice et même de l'équipe RSE au global. C'est petit à petit que les autres fonctions support et pas que les fonctions support, toutes les divisions de l'entreprise s'emparent, y compris en externe, de ces sujets et l'intègrent dans leur process, l'intègrent dans leur vocable même et dans leur stratégie. Avant de passer, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions sur l'aspect très projet professionnel, carrière, comment on décroche des premières missions, comment on trouve un job dans la RSE, et on va arriver à cette partie-là. Peut-être d'abord un petit mot sur les résistances auxquelles tu as pu être confronté à ton poste, que ce soit au sein d'une entreprise ou en tant que consultante, et quelles sont-elles? Quelles sont ces résistances et comment on embarque, comment on conduit ce changement-là, comment on les surmonte? En fait, j'ai l'impression que souvent la résistance, elle n'est pas, c'est pas la résistance à la RSE ou au développement durable en tant que tel, c'est la résistance au changement, c'est la résistance à l'inconnu et à ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne maîtrise pas. Et une fois qu'on a potentiellement convaincu les gens, qu'on a réussi à les embarquer,
La résistance, elle vient du fait, mais comment je vais faire? C'est-à-dire, je ne sais pas faire. C'est une charge qui va se rajouter à mon quotidien. Je suis déjà bien occupée, j'ai déjà plein de choses à faire dans ma propre fonction. On vient me rajouter quelque chose. Donc, la résistance, elle vient souvent du fait que soit les personnes n'ont pas compris, donc on n'a pas suffisamment vulgarisé, expliqué, et on ne s'est pas forcément suffisamment adapté à notre audience, c'est-à-dire qu'on ne va pas porter les mêmes sujets de la même manière quand on parle à une directrice RH, une directrice marketing, une directrice financière. Donc, on doit, à mon sens, toujours adapter un petit peu à son interlocuteur les sujets, la façon dont on emmène les sujets. La résistance, elle vient aussi parfois, je l'ai vu sur le terrain ou avec des pairs, c'est que si vous arrivez avec un discours trop militant, encore une fois, il faut choisir ses combats. Si vous venez être directeur ou directrice ou responsable RSE dans une entreprise, il faut avoir conscience que vous venez travailler pour un acteur économique. Moi, je trouve ça fabuleux parce que dans les acteurs économiques, par définition, il y a de l'innovation, il y a des moyens, il y a des ressources, il y a de la volonté d'avancer et donc il y a de l'impact et de l'influence possible. Mais il faut avoir conscience que vous ne travaillez pas pour une ONG, vous ne travaillez pas pour la collectivité, les collectivités publiques. Et donc, vous devez parler business, vous devez parler création de valeur, vous devez parler pérennité de l'entreprise. Et donc, la résistance, des fois, elle vient au fait que certains interlocuteurs vont perdre leur audience interne ou vont avoir du mal à engager les foules parce qu'on ne parle pas business, on ne parle pas stratégie. Mais on est là, on est dans une entreprise et on peut, et plein de cas nous le montrent, on arrive à concilier valeurs économiques, valeurs environnementales, valeurs sociales, valeurs sociétales, mais encore faut-il faire avancer tout le monde et donc après, savoir leur parler, savoir les convaincre et ensuite, comme je disais, traduire ça en actions simples et leur donner un coup de main pour mettre le pied à l'étrier. Encore une fois, moi, je suis la première qui pousse pour le fait que le développement durable doit être pris par toutes les fonctions de l'organisation. Mais avant d'en arriver là, on a une période de transition et qui est variable d'une fonction à l'autre, qui va être indispensable, où on va devoir nous-mêmes tenir le crayon. Et je l'ai fait dans certaines entreprises et on le voit souvent. Nos équipes développement durable ou la personne qui incarne ce sujet-là, elles sont par définition les personnes qui vont accompagner les projets, accompagner le changement. Et je voyais que sur certaines directions, ça patinait. La prise de responsabilité avait un peu du mal à se faire pour les raisons que j'évoque. On n'a pas le temps, on est déjà occupé, c'est pas une priorité, etc. Et donc, j'ai poussé mon manager à l'époque à dire, dans ce cas-là, OK, clairement à ce manager que, pour pas non plus, parce qu'après, c'est des guerres aussi, quelque part. Il ne faut pas froisser les égos, c'est très politique, il faut faire attention, il ne faut pas marcher sur les plates-bandes de l'autre fonction. Donc, il y a un rôle et une posture, entre guillemets, à tenir. Mais on s'est mis d'accord avec mon manager sur le fait qu'on allait dire à cette fonction, bon, très bien, ce qu'on vous propose, comme il faut avancer, c'est que les équipes développement durable, ou la Carole et ses équipes, en l'occurrence, vont tenir le crayon, vont être un peu les chefs de projet pour nous mettre autour de la table, pour réfléchir, pour nous donner du contenu, pour nous permettre de faire avancer. Et donc, c'est ce qu'on a accepté de faire au départ, même si j'aurais préféré que la fonction prenne davantage de leadership. Mais le fait d'avoir mis ça, la fonction a accepté qu'on coordonne et qu'on gère un peu un projet qui était normalement de leur périmètre. Et au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que ça leur facilitait la tâche, que ça avançait. Et puis après, ils ont repris, ils ont dit « Ah, maintenant, c'est bon, on va le faire nous-mêmes. On n'a plus trop besoin de vous, c'est bon, on va gérer. » Et donc là, c'est pareil, ils ont repris leur ownership. Donc, la résistance, elle vient souvent aussi du fait qu'on a des fois du mal à simplifier et à rendre digestes les projets pour les fonctions avant qu'elles s'en emparent. Oui, je comprends. C'est très, très important. Et derrière, un peu ce phénomène un peu de résistance, de pushback, il y a souvent peur qu'on me rajoute encore du travail alors que j'ai beaucoup à faire. Ce que tu disais en préambule de très intéressant et ta manière d'embarquer tout le monde, de remettre le pourquoi au centre, très, très intéressant. Une question d'Isabelle complémentaire à ton intro, c'était de savoir si dans les différentes sociétés par lesquelles tu es passé, donc Publicis, JCDecaux, Ikea, quel était le rattachement hiérarchique? Est-ce que tu étais directement rattaché à la direction générale? Est-ce que tu étais membre du COMEX? Très bonne question. Alors, la petite histoire, c'est que je n'ai jamais été membre du COMEX. Et ça ne m'a pas empêché de faire avancer tous les sujets. Donc, des fois, je trouve que c'est un faux débat de dire, bien sûr que c'est important, plus la direction développement durable est au COMEX, plus vous allez avoir de l'influence, plus va être stratégique. Mais pour autant, ça peut fonctionner aussi. Et bon, vous l'avez vu dans les entreprises par lesquelles je suis passée. Je ne pense pas qu'on a été, on est loin d'être dernier de la classe. Au contraire, on a toujours été leader. Donc, ça n'a pas empêché de faire avancer les choses. Par contre, les rattachements, pour moi, étaient importants, mais pas toujours. Et en tout cas, ils m'ont toujours tous nourri. C'est-à-dire qu'au début, quand je suis arrivée chez Ikea, j'étais rattachée à la direction de la communication. Certains pourraient dire pire rattachement.
Bon, personnellement aussi, dans mon monde idéal, le développement durable, enfin la communication rapporterait au développement durable et pas l'inverse. Pour autant, là, j'ai accepté d'être rattachée à la direction de la communication parce que c'était le plus évident et le plus marquant pour moi, dans le sens où la personne avec qui j'étais rattachée avait 20 ans, 25 ans d'entreprise, connaissait parfaitement l'entreprise, parfaitement le réseau, parfaitement les individus. Et donc, elle m'a dit, pour l'instant, tu es rattaché à moi. Ça changera dans 1 an et demi, on va se reposer la question, 1 an et demi. Mais là, en fait, moi, je vais t'ouvrir un maximum de portes. Donc, je pense que le rattachement il faut le prendre d'un point de vue stratégique. Ouais. Qu'est-ce qui va vous permettre de faciliter votre entrée, votre réseau dans l'organisation? Quand j'étais chez JC Deco, j'étais rattachée au directeur financier. Et donc là, c'est pareil, super rattachement dans le sens où vous étiez en lien avec la finance, le business au quotidien, les budgets, les priorisations. Et donc là, c'est pareil, ça a été un vrai aussi atout pour moi pour faire en sorte que le sujet est pris de façon stratégique. Et chez Sanofi, dernièrement, j'avais été rattachée à la direction commerciale, donc encore une fois, au cœur du business. Ouais. Chez Bridgepoint, qui était un fonds d'investissement, j'ai été rattachée au directeur de l'investissement. Donc, j'ai envie de dire, le rattachement, ça compte, c'est important. Plus il est stratégique, mieux c'est, et plus ça va permettre d'avancer. Mais vous pouvez avoir un rattachement fonctionnel qui, sur le papier, fait beaucoup de sens. Si la personne, en tout cas votre manager, n'y croit pas, a un petit peu du mal, même si vous êtes rattaché au CEO, ça va être compliqué. Donc, je pense que le rattachement est important, mais ça ne tient pas qu'à ça en tant que les facteurs clés de succès pour pouvoir avancer une stratégie. Oui, complètement. Et alors justement, les facteurs clés de succès d'une bonne, même si c'est un très mauvais terme, mais d'une bonne stratégie RSE, avec toute l'expérience que tu as glanée au fil des années, pour toi, quels sont un peu les ingrédients, les conditions indispensables pour que on accouche d'une stratégie RSE qui fonctionne et qui permette d'asseoir une entreprise, d'asseoir un leadership en matière de durabilité et de développement durable? Oui, alors là-dessus, en fait, je pense qu'un des facteurs clés de succès, c'est de ne pas s'enfermer dans le superficiel, mais vraiment d'aller taper au cœur, c'est-à-dire à la stratégie d'entreprise. Et aujourd'hui, on se rend compte que certaines entreprises font encore un peu la confusion entre j'ai une multitude d'initiatives de développement durable et j'ai une stratégie de développement durable. Et pareil, ne pas confondre, entre guillemets, les éco-gestes au travail. Super, on imprime recto verso. Génial, on a mis des ruches sur le toit. Ça, c'est super, c'est des bonnes initiatives et ça va créer de l'engagement, ça crée de la responsabilité. Mais on est d'accord que, par exemple, ce type d'initiative est un peu, on va dire, d'éco-gestes au bureau. Ce n'est pas la stratégie d'entreprise, ce n'est pas le pourquoi de l'entreprise, sa raison d'être, et c'est pas ça qui va la faire perdurer dans le temps, avoir de nouveaux clients, continuer à pouvoir payer des emplois, etc. Donc, il faut essayer d'avoir dès le départ, la phase de diagnostic dont on parlait tout à l'heure, le rapport d'étonnement, est indispensable. Et moi, souvent, les entreprises qui étaient un peu pressées de vouloir faire accoucher un certain nombre de choses, je leur dis, mais franchement, on n'est pas à 2 mois près. On a eu tout ce qui s'est passé derrière, on a un futur devant nous. Il vaut mieux prendre 2 mois et 2 mois de plus pour poser exactement où on est, réfléchir à où est-ce qu'on veut aller, avoir une vision long terme, et après bâtir le plan d'action, plutôt que de s'éparpiller dans une multitude d'initiatives qui sont des petites quick wins. Ah, c'est sympa, on a fait la semaine du développement durable. Ah tiens, c'est sympa, on a fait ceci. Mais ça reste du superficiel. Donc, il faut réussir à concilier les deux, mais vraiment investir du temps sur cette phase de rapport d'étonnement et de vision stratégique. Et donc, ce qui va faire après le succès d'une stratégie, ça va être d'avoir j'ai une vision, je sais où veut être mon entreprise demain, je sais qu'on veut continuer à être le leader, je sais qu'on veut faire la différence sur ce marché, je sais qu'on veut être le meilleur employeur. Enfin, chacun aura ses ambitions par rapport à ces différents sujets. Et après, on disait tout à l'heure, c'est découper ça en rétro-planning. C'est-à-dire que pour être ici dans 3 ans ou dans 5 ans, qu'est-ce que je dois faire l'année d'avant et l'année encore d'avant pour pouvoir accumuler sous ces sujets. Un autre facteur clé de succès pour moi, ça va être de dire, parce que souvent on se dit, il faut prioriser. Et oui, il faut prioriser. Le développement durable, on ne peut pas tout faire. Par définition, c'est tous les sujets de l'entreprise. Quand on a compris que ça touchait à la fois aux produits, à la réputation, à la marque employeur, à la gestion des risques. Donc, c'est partout. Pour autant, donc, il faut choisir ses combats. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si la CSRD est un peu challengée, l'intérêt, en tout cas, c'est d'obliger de plus en plus les entreprises à commencer par un élément et un structurant clé qui est je fais une matrice de matérialité, donc c'est-à-dire je me fixe un cap grâce à des enjeux matériels qui sont ceux de mon entreprise. Parce qu'encore une fois, c'est trop facile de se diluer. La matrice de matérialité vous permet de mettre vos efforts et votre énergie dans les 2-3 ans sur les sujets qui font le plus de sens maintenant. Et par définition, c'est un exercice qui se fait tous les 3 à 4 ans.
et que vous allez mettre à jour et ça va changer vos priorités pour les années à venir. Et autre facteur de succès, une fois qu'on a focalisé, qu'on a priorisé sur les enjeux les plus matériels, ça va être la clarification des rôles et responsabilités. On en parlait tout à l'heure, comment chaque fonction va prendre son rôle et sa contribution. On ne peut pas avoir un responsable RSE qui va être responsable de tout. On a la stratégie, super, maintenant tu vas tout faire tout seul. Non, c'est pas possible. Donc cette personne est un peu le master chef d'orchestre, mais il va devoir ou elle va devoir s'appuyer sur toutes les fonctions et donc on doit avoir. Après, c'est très process, mais en même temps, c'est ça qui marche. Si vous n'avez pas de structure, c'est difficile à piloter. OK, qu'est-ce que je veux avoir fait pour la fin de l'année? Quelles sont mes priorités? Quels sont mes KPIs? Quels sont mes plans d'action? Quels sont les budgets? Quelles sont les ressources qui vont être mobilisées? Quels sont les noms des différentes fonctions qui apparaissent dans mon tableau de pilotage? Quels sont les comités que je vais mettre en place pour pouvoir piloter cette transformation dans le temps? Donc, une fois que vous avez la trajectoire, ça va vraiment être de dire, je clarifie les rôles et responsabilités, je mets en place la bonne gouvernance, c'est-à-dire à quel niveau se prennent les décisions, à quel niveau doivent remonter les informations, pour pilotage, et puis se donner les moyens, parce que souvent, on a des belles stratégies sur le papier qui font beaucoup de sens. Et puis quand je questionne les entreprises avec lesquelles je travaille, je dis, mais alors, est-ce que ça fait partie du budget? Est-ce que le budget a été validé? Ah bah non, on n'a pas mis le développement durable dans le budget. Ah bah je dis, bah oui, bah c'est très sympa, mais donc la stratégie, elle est là, sur le papier, c'est la plus belle. Mais en fait, il ne va rien se passer. C'est-à-dire que si ce n'est pas intégré dans le processus budgétaire, eh ben, il y aura toujours une bonne raison de dire ce n'était pas dans le budget, on ne l'a pas fait, ce n'était pas la priorité. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on doit connaître par cœur, c'est le calendrier budgétaire de son entreprise. Avant même, si jamais on est oublié, qu'on nous dise « Ah, il faut préparer un budget », on a déjà, nous, notre draft, on est prêt, on sait par rapport aux priorités de l'année quelles sont les lignes budgétaires qui doivent apparaître. Parce que si on n'a pas ces éléments-là, la feuille de route va soit rester très superficielle, soit ne pas tenir dans le temps et puis ne pas surtout aboutir aux résultats qu'on souhaite. Très clair. Merci beaucoup pour ta réponse très précise. Alors, tu m'as tendu un petit peu la perche. Tu as cité le mot-clé du moment, CSRD, et plus largement que ça. Est-ce que tu as un petit pronostic à faire sur ce qui va nous, ce qui va nous arriver la semaine prochaine? Mais plus globalement, pour toi, avant de passer à des questions plus de l'ordre du projet professionnel, carrière, parce que tu as en face de toi pas mal de personnes qui sont à la recherche d'opportunités dans cet univers-là. Mais pour toi, quelles sont un peu les grandes échéances et grandes tendances dans la RSE cette année et peut-être même les années qui viennent? La CSRD, en fait, bon, moi, j'ai jamais pris, dans toutes mes fonctions jusqu'à présent, j'ai jamais pris le prisme de menacer mon entreprise d'avancer parce qu'il y a une réglementation. C'est-à-dire que j'ai toujours retourné la réglementation comme un outil et comme une outil pour faire avancer le changement. Là, la CSRD, c'est vrai qu'on est très fort des fois pour créer des usines à gaz hyper compliquées et pour une entreprise qui n'avait pas pris en considération ces enjeux, c'est une sacrée marche à passer. Donc, c'est sûr que si on arrive à simplifier cette directive, ce sera bon pour tout le monde. Pour autant, on le disait tout à l'heure, la CSRD, c'est juste du bon sens quand même. Ouais. Focaliser sur ces enjeux matériels, mettre en place un plan d'action, avoir des visions, travailler sur ces sujets, c'est un petit peu ce qu'on fait habituellement. Et c'est pour ça que certaines entreprises en interne, par exemple, avaient créé des comités CSRD. Je leur dis, mais très bien, mais j'ai l'impression que c'est que la CSRD qui vous guide. Créer un comité de développement durable, dont une bonne partie de l'agenda va être pris par la CSRD pendant les mois à venir parce que c'est une des top priorités, mais montrer que c'est un sujet transversal, stratégique, le développement durable, et que ce n'est pas que la réglementation qui vous pousse à agir. Donc, vive la simplification, mais vive aussi le fait de dire que c'est beaucoup de bon sens et que toutes les entreprises doivent aller dans cette direction-là de toute façon pour avoir des modèles d'affaires qui vont être pérennes dans le temps. Et en termes de tendance, c'est vrai que tout à l'heure, je l'ai pas mentionné, mais je l'avais en tête. Pour moi, tous les enjeux sont importants. Et souvent, en entreprise, quand on vous dit « Ah bon, très bien, dans ce cas-là, on met la gomme, les énergies, les ressources sur les sujets sociaux. » Mais je dis « Mais c'est pas possible. » Pareil, ok, cette année, on fait que le bilan carbone. Ben non, c'est pas possible. Par définition, le développement durable, alors souvent, en anglais, j'aime bien parce que c'est très clair et c'est très sharp. People, planet, profit. C'est les trois. Et c'est les trois qui vont ensemble. Et on ne peut pas se dire, cette année, je priorise que l'environnement. L'année d'après, je fais faire que du social. Et puis l'année suivante, je vais faire que du people ou du product. Non, en l'occurrence, il faut avancer sur ces trois éléments tout le temps. Parce qu'en fait, une entreprise aujourd'hui n'aura sa crédibilité et n'aura une légitimité d'être une entreprise responsable
que si elle travaille sur tous ces enjeux à la fois. Vous pouvez être excellent sur votre stratégie environnementale si vous n'avez pas de politique, de responsabilité vis-à-vis de vos fournisseurs, vis-à-vis de collaborateurs, vous n'êtes pas une entreprise responsable. Par définition, vous devez opérer de façon responsable partout. Donc, les tendances, elles sont partout, mais encore une fois, on revient à vos enjeux matériels. Pour certaines entreprises, la tendance, entre guillemets, de demain, mais qui n'en est pas une, parce que plus une tendance, c'est plutôt un risque, ça va être la biodiversité, ça va être la raréfaction des ressources, de l'eau. Donc, selon votre business model, vos enjeux prioritaires vont être différents. Mais encore une fois, il faut toujours avoir à l'esprit une vision holistique à 360 de vos enjeux. Après, prioriser, ce qui n'est pas simple et ce qui est des fois un peu frustrant, parce qu'on aimerait aller plus vite, plus loin tout de suite. Mais non, il faut accepter d'y aller par étapes. Mes conseils ou tendances, c'est de continuer sur tous les sujets et toujours avoir cette vision 360 et holistique pour l'entreprise concert, soit en tant que consultant, soit en tant que responsable RSE. Et alors, si je reformule ta réponse en réaction à la question de Jean-Louis qui demandait est-ce que tu avais identifié des axes de formation en particulier pour continuer à progresser? Est-ce que si je dis s'il y a des sujets de formation à prioriser, c'est évidemment bien maîtriser tous les sujets réglementaires, comme c'est le cas actuellement la CSRD, évidemment que quelqu'un qui prétend à un poste de RSE ou qui est actuellement en poste doit être au fait de ces nouvelles réglementations. Et de l'autre côté, peut-être des sujets plus verticaux comme la biodiversité, l'économie circulaire, la raréfaction des ressources seraient des bons sujets sur lesquels se former. Après, pour moi, la formation, encore une fois, c'est toute la vie. Et ça va dépendre. Alors, peut-être qu'après, on commence à glisser dans les questions sur la partie un peu carrière, ce que chacun veut faire, mais ça va vraiment dépendre où chacun veut travailler. Est-ce que je veux devenir un expert et un spécialiste de l'éco-conception, de la biodiversité, et dans ce cas-là, c'est à fond dans cette verticale qu'il faut aller? Ou est-ce que finalement, je me vois plutôt dans des rôles de généraliste, de responsable RSE qui doivent avoir un minimum de connaissances fondamentales sur tous les sujets pour être capable d'en parler et pouvoir faire avancer le sujet, mais on n'est pas des techniciens, des experts à part entière. Ouais. Et où là, pour moi, dans ces rôles, moi, je crois beaucoup, entre guillemets, aux soft skills. Et quand on regarde, quand je liste un peu les formations moi, que j'ai fait, par exemple, ces dernières années, ça va être des formations autour de l'innovation, c'est des formations autour du management transversal, c'est des formations autour des nudges. Donc, c'est comment je continue à influencer et à faire avancer les gens et les consciences. Et après, bien sûr, des formations aussi plus techniques. Effectivement, ça peut être sur la réglementation ou sur des enjeux techniques et pointus parce qu'ils sont importants pour mon entreprise. Et au-delà des formations, la formation, effectivement, c'est très important. Et puis, on ressort avec un bagage solide, donc c'est important. Mais de pas hésiter à continuer à lire. Et moi, je crois beaucoup à l'interdisciplinarité. Donc, plus on lit, plus on est curieux sur un maximum de choses, plus vous arrivez toujours à créer des ponts, des synergies entre ce que vous avez vu, lu, et plus votre propos et la vision que vous proposez est pertinente et fait mouche après pour faire avancer les différentes entreprises pour lesquelles vous travaillez. Ah, super, c'est très, très clair et très aligné avec ce que tu nous partages. Alors maintenant, pour adresser un peu les questions sur le projet professionnel, la partie carrière, donc tu as face à toi pas mal de personnes qui envisagent ou qui se sont formées récemment sur des formations de 3 à 6 mois sur les sujets de développement durable, de RSE et qui aujourd'hui veulent évidemment soit en tant que consultant aspirant, consultant RSE, décrocher des missions, soit trouver un poste comme toi au début de ta carrière. Quels conseils tu leur donnes? Par où commencer, notamment quand on n'a pas encore de bagage, soit un master, si je suis en début de carrière, un master en développement durable, soit pas d'expérience dans le cadre d'une reconversion professionnelle en matière de RSE. Comment aller décrocher cette mission? Comment aller décrocher ce poste, sachant que je n'ai pas cette expérience, ce master? Oui, après, là-dessus, je dirais qu'il y a une façon... je vais commencer par là, de se et de présenter aussi son CV et son affaire. Parce que comme on l'a dit depuis tout à l'heure, le développement durable, il est partout dans l'entreprise, partout. Et je me souviens de quelqu'un qui avait fait un cursus juridique dans du droit et qui voulait faire du développement durable. Et parce que son CV n'utilisait pas les bons mots qui résonnent pour une entreprise de conseil ou qui résonnent quand on veut recruter un responsable RSE, elle est passée à côté de plein d'opportunités. Et dès l'instant où elle a changé son CV, qu'elle a commencé à parler de réglementation, de compliance, de CSRD, bref, de citer un peu les mots-clés et de montrer dans quelle mesure elle avait acquis de l'expérience et qu'elle pouvait après la mettre à profit, ça a fonctionné. Donc, je pense que je dirais, première chose,
tous les bagages et toutes les expériences sont bonnes parce que le développement durable, encore une fois, est partout dans l'entreprise. Après, il faut savoir sur quel métier on veut se positionner. Et donc, c'est montrer l'expérience et l'impact qu'on a eu. Donc, de ne pas hésiter à chiffrer, à montrer le développement durable, c'est aussi beaucoup de l'animation de réseaux, de communautés, de personnes. Quand vous travaillez dans une entreprise, par exemple, qui a plusieurs magasins ou plusieurs sites, vous devez animer donc tous ces soft skills autour de l'animation, de la cohésion, de la collaboration sont hyper importantes à valoriser. Après, c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident de décrocher les premiers jobs. Et là-dessus, je dirais qu'il faut emmagasiner un maximum d'expérience. Et même si des fois, il faut le faire entre guillemets gracieusement, c'est-à-dire avec des missions un peu de volontariat dans des entreprises, dans des ONG, peu importe, vaut mieux faire ça que rien faire de ces journées. En tout cas, on emmagasine de l'expérience. Et puis, je dirais après accepter en toute franchise, hein, moi, toutes les équipes que j'ai développées et que j'ai construites au fur et à mesure dans les entreprises par lesquelles je suis passée, souvent, au départ, on ne créait pas de postes en CDI. C'était des postes en CDD. Parce que l'entreprise avait besoin, et d'ailleurs je le vois dans toutes les sociétés avec lesquelles je continue à travailler, l'entreprise avait besoin de se prouver à elle-même, avant d'investir sur un CDI, qu'on allait vraiment avoir besoin de cette ressource. Et franchement, au départ, les jeunes qui se sont présentés, ils étaient un peu gênés parce qu'ils cherchaient un CDI, ce qui est normal, c'est ce que tout le monde aimerait décrocher. Mais ils ont accepté de faire un CDD. Et ça a été des CDD d'un an, 1 an et demi, après pour certains renouvelés ou pas. Et ils ont décroché des CDI à la fin. C'est-à-dire qu'on leur a offert des CDI tout le temps à la fin. Donc, ce que je dirais aussi peut-être comme conseil, c'est que si vous avez des opportunités sur le marché qui sont des remplacements de congés maternité, managers de transition, qui sont des petites missions ou des CDD un peu courts, même si ce n'est pas ce que vous aviez envie de faire tout de suite et comme ambition première, mais ça va vous permettre de l'expérience et potentiellement cette entreprise pourrait vous embaucher à la fin parce que le rôle qu'elle aura créé en CDD pour l'instant, entre-temps, lui aura montré la valeur ajoutée d'avoir un profil en interne. Après, c'est beaucoup de prospection, hein. On l'a vu, en tout cas pour les consultants, c'est aussi beaucoup de prospection et il faut réussir à tirer un peu son épingle du jeu et je pense que ça tient aussi beaucoup un peu au pitch, à la façon dont vous allez vendre vos prestations, où vous allez vraiment cibler. Donc, quand j'étais consultante et même comme aujourd'hui, même en entreprise, quand je travaille avec différentes fonctions, je prépare tout le temps de façon très ardue mes réunions. Je relis toute la documentation, je regarde le rapport RSE, le site web, quels sont les recrutements que l'entreprise a en cours. Plus vous connaissez par cœur ce que fait une entreprise, plus vous allez cibler juste, en tout cas là je parle plutôt pour les consultants, et vous allez pouvoir leur permettre de vous faire confiance pour décrocher une première mission. Parce que voilà, il y a de la compétition sur ce monde du conseil. Il y a beaucoup de consultants aujourd'hui sur le marché. Et donc, plus vous serez préparé, plus vous serez affûté et vous irez réussir à parler de façon pertinente à ces entreprises, plus j'imagine les portes pour une première mission vont s'ouvrir. Et je dirais que dans le monde du conseil aussi, c'est ce qu'on appelait le chaînage. Donc, on enchaîne les missions. Accepter de commencer petit, c'est-à-dire qu'une entreprise et le conseil veut tout le temps tester un consultant ou une consultante. On a besoin d'avoir, même si une personne a de l'expertise, on a besoin qu'il y ait un fit humain avec cette personne. Et donc, au départ, il faut accepter de faire une mission même de 1, 2, 3 jours ou quelques jours. Mais par contre, si ça fonctionne, on sait que le développement durable, c'est tellement vaste et tellement large comme sujet qu'après, vous allez pouvoir, par rapport à la palette d'expérience que vous avez, enchaîner avec d'autres missions. Donc, voilà, je dirais en quelques mots, quelques conseils un peu pragmatiques pour démarrer. Mais notamment pour des profils en reconversion, le point important que tu évoquais, c'est de réussir à faire ce travail de lien entre les compétences acquises durant les 5, 10, 15 premières années de carrière, que ce soit, tu as donné l'exemple d'une juriste ou de quelqu'un spécialisé dans le droit, de faire le lien avec peut-être la maîtrise de certaines réglementations qui touchent au développement durable, donc plutôt hard skills, et aussi, très important, mettre l'emphase sur les compétences plus douces qui sont indispensables, et c'est ce qui ressort de tout ton propos depuis le début de notre échange, c'est de la conduite de changement, de la coordination de parties prenantes, de l'humain, et de réussir à montrer que je donne un exemple, j'ai fait du customer service, du customer success management par exemple, ça peut être aussi une compétence importante dans le domaine de la RSE. Donc de faire un peu les Oui. ponts.
puis ensuite d'aller essayer de, j'imagine, si dans le cadre d'un rôle plutôt consultant, d'aller chercher, commencer par des petites missions, et si on cherche un emploi, d'accepter voilà, d'aller faire peut-être des missions, de venir compléter un peu son parcours. Je voyais quelqu'un dans la conversation qui parlait de faire du bénévolat, faire des fraises, devenir fresqueur, etc. Tout ça va venir évidemment aussi rassurer le potentiel recruteur sur la pérennité de cette reconversion, parce que c'est aussi ce qui peut inquiéter un recruteur, c'est face à un profil en reconversion, ok, tu t'es formé pendant 3 mois, mais est-ce que dans 3 mois, si je te recrute, tu vas pas me dire que la RSE, finalement, c'est pas fait pour toi? Donc, il y a aussi un travail de réassurance à faire auprès du recruteur. Ça m'a fait penser, pardon Christophe, mais tu vois, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'interrogeait. Elle avait fait tout son parcours sur de la traduction, était traductrice. Okay. Et mais comment je peux mettre à profit le développement durable? Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, alors pareil, après, donc, il faut cibler les entreprises. C'est sûr que si vous travaillez pour une entreprise franco-française qui n'a que des documents en français, il y a peu de chance. Mais on a quand même pas mal d'entreprises qui sont internationales aujourd'hui. Et moi, je le vois dès qu'on a des politiques en interne, que ce soit un code de conduite, une politique anticorruption, une politique santé-sécurité. C'est des documents qui vivent dans l'entreprise et qui, par définition, vont devoir toucher tous les collaborateurs. Donc, on va avoir besoin de traduire ces documents en anglais. Enfin, chez JCDecaux, on avait traduit en 12 langues un certain nombre de documents qu'on avait en interne. Donc, typiquement, on pourrait se dire aucun lien entre le métier de traduction et le développement durable. Pour autant, toutes les entreprises ont besoin de traduire des documents. Donc, ça peut être une piste. Donc, c'est vraiment, comme tu le disais, réfléchir à comment ce que j'ai appris et ce que j'ai emmagasiné comme expérience jusqu'à présent peut être plein de bon sens et utile aux entreprises aujourd'hui dans leur stratégie de développement durable. Oui, très clair, très clair. Peut-être on arrive au bout de ce webinaire. Évidemment, si vous avez des questions de dernière minute, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Mais quel conseil final, au-delà de ce que tu as déjà partagé qui est riche, mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer après une reconversion professionnelle pour pouvoir démarrer sa carrière dans cet univers-là? Déjà, franchement, je dirais bravo. Donc, bravo et continuez comme ça. Enfin, lâchez pas. Ces métiers-là, c'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, c'est aussi avoir conscience que vous mettez le pied dans des métiers qui sont fabuleux et qui sont plein de challenges et plein d'enthousiasme. Mais c'est pas facile. On l'a vu pour accompagner le changement. Donc, c'est aussi avoir conscience d'où on va. Je dirais que c'est vraiment fait, en tout cas vraiment fait pour nous, parce que je disais tout à l'heure, travailler pour un acteur économique, une structure associative ou une gouvernementale, c'est complètement différent et les applications vont être différentes. Et les conseils, c'est ne jamais cesser d'apprendre et de vulgariser aussi beaucoup vos messages. Encore une fois, on n'a pas besoin de s'enfermer, même si on sait, on accumule beaucoup de connaissances parce que c'est normal, on lit beaucoup de choses, on se forme, mais on n'a pas besoin d'inonder les gens de notre science. Et donc, essayons vraiment de vulgariser aussi ce qu'on sait et ce qui va vraiment être pertinent à un moment donné pour une personne qu'on est en train de convaincre, pour décrocher une mission ou pour faire avancer un projet en interne. Et pour décrocher des premiers jobs. Et je dirais aussi travailler sa posture et sa confiance, parce que on parle tout à l'heure des CV. Les CV sont hyper importants, mais après, on a l'entretien. Et donc, vous êtes sur des postes, que ce soit consultant ou responsable RSE, où les gens vont avoir besoin de vous suivre les yeux fermés. Et donc, vous êtes un peu ceux ou celles qui va guider le progrès, la stratégie, l'ambition de l'entreprise. Et donc, on doit avoir quelqu'un en face de nous qui a de l'aplomb, qui sait où il ou elle veut nous emmener, qui, entre guillemets, n'a pas froid aux yeux, mais qui sait aussi s'adapter à ses interlocuteurs. Donc, j'ai envie de dire, ne cessez pas de travailler sur vous-même aussi, au-delà de vos compétences techniques et vos connaissances techniques. Travaillez votre posture, votre communication, votre gestuelle, votre body language. C'est hyper important parce que vous devez incarner la confiance pour que les gens vous suivent et pour que, quelque part, les gens aient aussi envie de travailler avec vous et pour vous indirectement, parce que c'est des métiers où on le sait, on n'a pas de hiérarchie directe sur les gens, donc on doit les faire travailler sans être leur boss, ce qui n'est pas évident. Et donc, c'est beaucoup par de la persuasion et de l'influence. Donc, on en revient, tu le mentionnais tout à l'heure, beaucoup sur les soft skills et les aptitudes de leadership, de communication qui vont être aussi un matin pour pitcher pour des clients, pour développer et pour décrocher un entretien ou un job, et puis après en interne pour accélérer les changements.
Merci beaucoup effectivement de terminer sur cette compétence essentielle qui est un peu ce côté management, leadership d'influence transverse. Effectivement, c'est un des atouts clés. Pour terminer, peut-être une ressource, une œuvre, un livre, un film à nous recommander. Non, j'en ai tellement. En fait, la petite histoire, c'est que moi, j'ai beaucoup de livres que je commence, que je ne finis pas. Enfin, je les finis, mais en fait, je les finis des fois genre 2 ans ou 3 ans après les avoir achetés. Mais encore une fois, ma bibliothèque regorge de choses complètement différentes. Et j'avoue que c'est quand même aussi beaucoup tourné oui, le management, le leadership. Donc voilà, aujourd'hui, on a la chance de vivre dans un environnement où on a une multitude de contenus à notre disposition, de formation, de contenu, de lecture, de podcast. Et je dirais que le plus important, c'est de continuer tout du long à prioriser du temps pour ça. Et donc Ouais. d'avoir dans vos agendas systématiquement 1 heure toutes les semaines ou toutes les 15 jours, selon les enjeux des uns et des autres, où c'est un moment pour soi, où on investit sur soi-même et sur sa connaissance. Donc rien à recommander en particulier, mais tout à explorer surtout. Donc apprendre tout au long de sa vie, on est complètement aligné. Où est-ce qu'on peut te suivre, Carole? Sur LinkedIn, j'imagine, principalement. Oui, c'est mon QG. Enfin, j'avoue, je suis pas du tout sur les réseaux sociaux, à part sur LinkedIn, réseau professionnel. Sinon, j'apparais nulle part ailleurs. Donc, je suis suivable ici, en effet. Ouais, sur Super. LinkedIn. Bah, écoute, n'hésitez pas pour celles et ceux qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions. Je pense que vous pouvez ajouter Carole sur LinkedIn qui pourra Avec vous plaisir. répondre compte tenu de son emploi du temps. Mais un immense merci à toi, Carole, pour ce retour d'expérience, ce témoignage vraiment très intéressant. Je te souhaite une très belle journée. Je remercie toutes celles et ceux qui ont suivi le webinaire et je vous dis à très bientôt sur le webinaire Indigo. Merci Christophe, merci à tous. J'espère que ça vous aura été utile. Et très bonne journée. Au À revoir. bientôt. Merci beaucoup. Bye.